On va s'éloigner un petit peu des thérapies ciblées, de la biologie, pour revenir vers un peu d'imagerie, et en particulier vers l'imagerie thoracique. L'objectif de ce travail était d'évaluer un logiciel de post-traitement d'image de scanner thoracique dans l'histiocytose langerhansienne pulmonaire. Donc je rappelle que le scanner thoracique est un examen clé dans le diagnostic et le suivi de l'histiocytose langerhansienne pulmonaire de l'adulte. On peut observer différentes lésions élémentaires qui peuvent être associées chez le même malade et qui sont illustrées par ces deux coupes, en partie par ces deux coupes de scanner. Donc on peut avoir des nodules pleins, comme vous le voyez ici, des nodules troués. On peut avoir une association avec des kystes dont la paroi peut être plus ou moins épaisse ou fine, dont la taille est variable et de formes qui peuvent être particulières, qu'on appelle bizarcistes. Les kystes peuvent être jointifs ou confluents. Et parfois, on peut avoir des micronodules bronchiolaires. C'est en particulier observé lorsqu'on a une autre pathologie liée au tabac associée à des lésions d'histiocytose langerhansienne, comme la bronchiolite respiratoire. Et enfin, un peu du verre dépoli. Les lésions prédominent dans les parties supérieures et moyennes des poumons. Et ces lésions vont s'organiser, on peut les réunir sous forme de patterns avec deux formes principales, les formes nodulo-kystiques qui sont plutôt les formes jeunes et les formes kystiques pures. Comme vous pouvez le voir ici, on voit ici essentiellement des kystes, encore à parois épaisses, qui sont jointifs et confluents. On voit ce gradient crânio-caudal avec donc une prédominance dans les parties supérieures et moyennes des poumons, avec un respect des extrêmes bases. L'épaisseur de la paroi des kystes nous suggère qu'il s'agit d'une forme relativement récente. Et puis on a une coupe de scanner chez le même patient. On voit cette fois-ci que les kystes ont une paroi beaucoup plus fine. À côté de ces formes kystiques pures, on peut avoir des formes encore plus évoluées qu'on qualifie de pseudo-emphysémateuses. Parfois, ces formes-là, quand on les a co-diagnostiques, peuvent poser des difficultés diagnostiques parce qu'on peut les prendre pour juste de l'emphysème banal. On a donc ici quelques exemples. Pour un œil expérimenté, on voit que c'est un emphysème qui n'est pas tout à fait classique. On arrive à deviner plutôt ici encore quelques parois de kyste. Et puis on peut sensibiliser un peu plus notre regard en faisant quelques reconstructions, ici en minimic pour minimum intensity projection, qui permet, en sélectionnant les voxels perpendiculaires au point de coupe, qui ont la densité la plus faible, d'avoir une meilleure sensibilité pour voir ces images hyper claires et de mieux quantifier les lésions. Alors, on a ces anomalies qui sont sur le scanner thoracique, mais si on confronte ça à l'histologie et on revient un petit peu au point de départ, on sait que les lésions d'histiocytose langerhansienne siègent au niveau de la paroi des bronchioles, qu'elles finissent par détruire et par créer les nodules troués puis les kystes, comme c'est illustré ici dans le papier de Comte-Bouchner. Donc on a ici la bronchiole et puis la paroi de la cavité kystique, ça forme une espèce de manchon péribronchiolaire. Donc la difficulté qu'on a, c'est quand on diagnostique les patients à ce stade-là ou à ce stade-là, c'est qu'on n'arrive pas à identifier, à savoir s'il existe encore des formes actives et donc potentiellement des lésions actives et donc potentiellement des lésions accessibles à un traitement. Et sur le scanner thoracique, l'atteinte des bronchioles est assez difficile à évaluer. On a deux signes principaux. On a les micronodules centrolobulaires, comme illustré sur cette coupe ici, dans une forme d'histiocytose, mais qu'on voit rarement dans les formes évoluées, kystiques pures ou pseudo-emphysémateuses. Et parfois, on peut observer des aspects de perfusion mosaïque. On voit une hétérogénéité du parenchyme pulmonaire. Et donc, les zones qui sont malades ne sont pas les zones hyperdenses qu'on voit ici, mais ce sont les zones noires du fait d'une obstruction. Donc, on a moins de ventilation, et donc moins de ventilation dit moins de perfusion. Et donc, on a une redistribution du flux vasculaire vers les zones saines, et ça, ce sont donc les zones saines. Mais ces aspects-là d'atteinte bronchiolaire, on ne les voit pas souvent dans les formes kystiques ou kystiques pures d'histiocytose. À côté
de ces données de scanner thoracique, on a les données de fonction respiratoire, qui est notre outil du pneumologue. Les principales anomalies observées dans l'histiocytose longueur ancienne pulmonaire sont le piégeage aérique, qu'on définit par le rapport volume résiduel divisé par la capacité pulmonaire totale. Et donc, lorsque ce rapport est augmenté, ça nous traduit un piégeage. On a le trouble obstructif défini donc par le rapport de Tifno. Une petite proportion de patients, environ 10%, présentent également une hyperactivité bronchique. Et enfin, on observe les troubles de diffusion sont fréquents. Lorsqu'on corrèle les données de scanner thoracique avec les données de fonction pulmonaire, on a une étude qui a montré ça, celle du centre de référence publiée en 2012, qui montrait qu'on avait une corrélation entre l'étendue des kystes, qui était mesurée par un score radiologique semi-quantitatif, qui a consisté à diviser le poumon en 3 parties, et puis pour chaque partie du poumon, au niveau au-dessus de la carène, en dessus des veines pulmonaires, on détermine un score de 1, 2, 3, 4, en fonction de l'étendue des kystes, qui représente moins de 25%, de 25 à 50%, 50 à 75% et au-delà. Et donc là, on a montré que plus les kystes étaient étendus, plus on avait une détérioration du VEMS au cours du temps. Donc, l'objectif de ce travail était d'essayer d'évaluer de façon quantitative, automatisée, l'étendue des différentes lésions élémentaires que l'on observe sur le scanner thoracique des histiocytoses dans les formes kystiques pures et dans les formes pseudo-emphysémateuses. Et donc, c'est l'étendue des kystes au-delà du score semi-quantitatif qu'on connaît. L'étendue des lésions pseudo-emphysémateuses est recherchée par un autre moyen, une évaluation de l'atteinte des petites voies aériennes. Et dans un second temps, évidemment, corréler ces données quantitatives avec la fonction respiratoire et en particulier essayer d'expliquer les altérations des différents paramètres ventilatoires par les différentes lésions élémentaires scanographiques. Et donc pour faire ce travail, on s'est appuyé sur une méthode qui existait déjà, qui a été développée essentiellement dans la BPCO, mais aussi de façon un peu plus rare dans d'autres maladies bronchiolaires comme le syndrome de bronchiolite obstructive post-allogreffe de moelle ou post-transplantation pulmonaire. Et donc l'idée, c'est une étude de densité, c'est de coupler les images en inspiration profonde avec les images en expiration profonde et voxel par voxel, on analyse la densité et on suit l'évolution de ces densités en inspi et en expiration pour classer finalement le parenchyme pulmonaire. Et donc, un parenchyme pulmonaire sain, il a une densité de moins 650 pouvant aller jusqu'à moins 950 à l'inspiration. Et à l'expiration, la densité reste inférieure à moins 655 et au-dessus de moins 850. L'emphysème, ici c'était l'emphysème, mais parce qu'ils n'ont pas étudié de maladie kystique à ce moment-là, mais c'est en tout cas les hypodensités qui étaient persistantes à l'expiration. C'est moins 950 unités Hounsfield et à l'inspiration, moins 850 à l'expiration. Et puis ce qu'ils ont défini comme le FSAD pour Functional Small Airway Disease, c'est ce qui traduit l'atteinte bronchiolaire qui à l'inspiration, c'est du tissu pulmonaire qui a une densité de moins 650 à moins 950 et en expiration qui reste inférieure à moins 850. Et donc ça, dans la BPCO, ça a été pas mal étudié avec plusieurs travaux. On a choisi ce logiciel parce que c'est le seul qui a une validation histologique, puisqu'il a été démontré que les zones qui sont reconnues comme du FSAD, pour Functional Small Airway Disease, correspondaient sur le plan histologique à des zones de perte de bronchiole terminale, à des zones de rétrécissement des voies respiratoires et à de l'obstruction. Sur le plan plus clinique, dès le travail initial de Galban en 2012 avait montré que le PRM FSAD précédait souvent le développement de l'emphysème. Puis on a montré qu'on avait une association entre l'extension du PRM-ACD qui était associée au déclin du VMS et de la DLCO.
outre l'association à ces paramètres fonctionnels, on avait aussi une association à des paramètres cliniques, comme le nombre d'exacerbations de la maladie. Et enfin, l'idée, c'était au départ d'essayer de mieux repérer les patients qui allaient se dégrader, les traiter tôt. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de fenêtre où on avait la partie fonctionnelle, l'atteinte des petites voies aériennes qui précédait, qui avait tendance à diminuer avec le temps, et en parallèle, l'atteinte emphysémateuse qui augmentait. Et donc, ça suggérait un état transitoire du poumon sain vers le poumon pathologique et vers l'emphysème des lésions d'emphysème qui devenaient réversibles. Et donc, pour notre étude spécifiquement, donc on a essayé de mener cette étude exploratoire chez 19 patients que nous avons vus, qui sont vus au centre de référence à Saint-Louis, qui ont un aspect scannographique kystique pur ou pseudo-emphysémateux. Il s'agissait d'une étude prospective où tous les scanners ont été réalisés sur la même machine en inspiration et en expiration. On a réalisé une EFR le même jour et on a fait l'analyse PRM pour différencier le parenchyme normal des zones de faible densité appelées le PRM persistant et les zones d'atteinte des petites voies aériennes qu'on appelle le PRM FACD. Et ensuite, on a évalué la corrélation de ces paramètres avec la fonction respiratoire. Donc, en pratique, c'était assez simple. On a téléchargé les scanners sur une plateforme Internet et on a plusieurs types de résultats. D'abord, un rapport qui est présenté ici par patient, où on a quelques coupes de scanners avec un code couleur où le vert, c'est le poumon sain. Pour le moment, donc, on reconnaît les patients histiocytoses avec du poumon sain dans les extrêmes bases. On a en jaune l'atteinte des petites voies aériennes et en rouge le persistant. À côté, on a les résultats en termes chiffrés avec le pourcentage par territoire et pour le poumon total. On a des mesures de volume et ensuite, on avait aussi accès à chaque patient au scanner couplé avec les reconstructions et un fichier CSV pour les données. Donc pour notre population, à partir des 19 à qui on a réalisé le scanner, on n'a retenu que 18 car un patient n'avait pas les critères de la bonne expiration qui est évalué qualitativement par la paroi postérieure de la trachée. On avait 11 femmes et 7 hommes, un âge moyen de 45 ans. 12 fumaient encore et 6 ne fumaient plus avec une consommation moyenne de 28 paquets année. Et il s'agissait d'histiocytose qui n'était pas récente, avec une médiane de 5,6 ans par rapport au diagnostic. Sur le plan fonctionnel, on avait des patients qui avaient en général une altération de leur fonction respiratoire, ce qui colle avec la sélection des patients qui ont des formes kystiques et pseudo-emphysémateuses, avec un VEMS moyen autour de 70%, un rapport de Tifno à 60%, et du piégeage aérique avec le rapport VR sur CPT à 152%. La DLCO à 50% en moyenne. Avant d'analyser les résultats, on s'est assuré de la qualité des examens. Et donc, pour pouvoir valider le fait que l'inspiration était bien en inspiration et l'expiration bien en expiration, on a corrélé le volume inspiratoire total qui est rendu par le logiciel avec la capacité pulmonaire totale. Et on obtient un très bon résultat de coefficient de corrélation de Spearman qui est à 0,89 pour ce paramètre. Et on a fait pareil pour le volume résiduel et le volume expiratoire total. Et là encore, c'était satisfaisant. Ensuite, comme c'est un logiciel qui n'a jamais été évalué dans des maladies kystiques, on s'est demandé ce qu'allaient devenir les kystes en PRM. Intuitivement, on pensait qu'ils allaient être classés comme du persistant, mais il y avait quelques données dans la littérature qui disent qu'en expiration, les kystes observés dans l'histiocytose peuvent diminuer de taille à l'expiration parce qu'ils sont reliés aux voies aériennes. Et on aurait pu imaginer que leur densité change en inspiration et en expiration. Donc finalement, c'est bien classé comme du persistant, comme vous le voyez ici. Donc là, on individualise bien les 3 kystes, et donc c'est du rouge, un peu d'atteinte en jaune du bronchiolaire, et le reste c'est du parenchyme sain. Et donc ça, c'est 2 patients différents. Et donc en analysant les scanners de tous les patients, donc les kystes sont reconnus comme du persistant. Voilà là les valeurs moyennes pour tous les patients. Et donc en moyenne, enfin plutôt les médianes, je
dis des bêtises, sont les médianes, avec les courbes de densité. Le parenchyme normal moyen médian de tous les patients était de 60%, avec un IQR entre 51 et 89. Pour l'atteinte des petites voies aériennes, la médiane était de 20%, allant de 7,3 à 29. Et enfin, pour le persistant, c'était de 12%. Ensuite, on a corrélé chacun des paramètres obtenus par le PRM avec chacun des paramètres fonctionnels. Et donc, on a ici la capacité pulmonaire totale, le volume résiduel, le rapport VR sur CPT, le VEMS, le rapport de TIFNO et la DLCO. Et donc, on a commencé par évaluer l'atteinte des petites voies aériennes. Globalement, tout est corrélé en dehors de la DLCO, plus ou moins fortement. Et donc, ici, pour la CPT, plus la CPT est élevée, c'est associé à un PRM FSAD augmenté. Pareil pour le VR et le VR sur CPT. C'est des relations inverses, évidemment, pour le VEMS et le rapport de TIFNO, puisque plus le VEMS est bas, plus l'étendue de l'atteinte des petites voies aériennes est augmentée. Et il n'y avait pas de corrélation pour la DLCO. On a fait la même chose pour le persistant, donc qui reflète les kystes et les lésions pseudo-emphysémateuses. On obtient les mêmes résultats avec des corrélations qui sont peut-être un peu meilleures, avec des coefficients de corrélation qui sont un peu plus élevés, autour de 0,70. On ne peut pas l'affirmer parce qu'on n'a pas fait de test pour comparer les coefficients de corrélation entre eux, parce que ça aurait entraîné des tests multiples. Ça nous semble en tout cas un peu plus corrélé. Et là, on retrouve une corrélation avec la DLCO, ce qui est quand même plutôt rassurant, puisque c'est une atteinte, ça traduit l'atteinte, la destruction du parenchyme pulmonaire. On a aussi cherché à évaluer quelle part de ces lésions élémentaires du parenchyme pulmonaire participer aux résultats des EFR paramètre par paramètre. C'est-à-dire comment expliquer l'altération du VEMS, est-ce qu'il est lié à l'atteinte des voies aériennes ou est-ce qu'il est lié à l'atteinte kystique. Et donc pour ça, on a construit des modèles de régression linéaire multiples pour chacun des paramètres ventilatoires, en incluant à la fois le PRM FSAD et le PRM PERS, et en ajustant sur le tabagisme en paquet année. Et ce qu'on a obtenu, c'est que finalement, après ajustement sur ces paramètres-là, c'est le PRM persistant, donc les kystes et l'emphysème, qui semblent le plus impacter les paramètres ventilatoires respiratoires, avec le VR, ici le volume résiduel en pourcentage de la théorique, le VEMS et le rapport de TIFNO. Et donc finalement, pour résumer, les kystes sont classés comme des zones de densité persistante. Dans les formes kystiques pures et pseudo-emphysémateuses, l'atteinte des petites voies aériennes, qui est ici évaluée par ce PRM FSAD, est peu importante, avec une médiane de 20%, sachant qu'elle n'est pas à zéro chez le sujet sain. On a une étude qui a été faite exclusivement chez des patients sains qui montrait déjà qu'on avait une moyenne de 20%, plus ou moins 8. Il y a un piégeage physiologique. Et dans les groupes contrôles de plusieurs travaux de BPCO ou de bronchiolite, on avait des chiffres autour de 15%. Donc ça veut dire que chez nos patients, c'est peu augmenté. On a vu que les paramètres PRM avaient une bonne corrélation avec les paramètres fonctionnels respiratoires et que finalement, les altérations de la fonction respiratoire que l'on observe sont surtout liées aux lésions kystiques et aux lésions pseudo-emphysémateuses plutôt qu'à l'atteinte des petites voies aériennes. Et donc là, on se pose la question de l'intérêt du PRM dans le suivi sur l'évolution, puisqu'on n'a pas, c'est une évaluation qui est transversale et on n'a pas fait le PRM chez plusieurs patients au cours du suivi. Merci.